Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans version française, en plein cœur du quartier du Marais, le musée des Archives nationales abrite des salons rococo comme des ouvrages datant de plusieurs siècles. Sublimant les matières les plus nobles dans un équilibre mystérieux, le designer Hervé van der Straten nous ouvre les portes de ses ateliers. Le temps d'un défilé onirique mêlant transparence et volupté, Alessandro Michele offre à Valentino les méandres de son univers. Sous les mains de la céramiste Alison Thirion, la terre se modèle avec patience et poésie. Et juste avant de rencontrer le designer Hervé van der Straten, tout de suite notre rubrique Pépite. Il est un homme qui a bouleversé l'histoire de la mode féminine. En 1966, Yves Saint Laurent marque un tournant en proposant aux femmes une alternative à la robe de soirée, le smoking. À cette époque, seuls les hommes le portent, notamment dans les fumoirs pour se protéger de l'odeur du cigare, d'où le nom de smoking. Yves Saint Laurent va inverser la tendance en glissant dans sa collection haute couture automne-hiver 66-67 un smoking pour les femmes. Il ne s'agit pas d'une simple copie, mais bien d'un modèle adapté au corps féminin. Dans cette version, la coupe est fluide, la veste cintrée, le pantalon droit rehaussé d'une ceinture haute en satin et la chemise blanche dotée d'un jabot ou d'un col lavalière. Ce coup de génie choque la clientèle de la haute couture et le smoking ne se vend qu'à un seul exemplaire. Mais il connaît un succès fou dans la boutique prêt-à-porter Yves Saint Laurent Rive Gauche, ouverte la même année. Catherine Deneuve parraine la boutique et devient l'ambassadrice du smoking. Françoise Hardy l'impose aux États-Unis. Le succès est retentissant. Par la suite, le couturier en fera plus de 200 déclinaisons qui installeront le smoking en tant que pièce iconique et intemporelle. En brisant les codes, le smoking féminin d'Yves Saint Laurent incarne la liberté des femmes qui défient alors, et aujourd'hui encore, la jante masculine avec assurance et sensualité. Découverte du musée des Archives nationales de France, un lieu chargé d'histoire et à la double identité. Les Archives nationales en France sont à la fois un lieu où on conserve donc, le patrimoine archivistique, donc sur deux sites, le site de Paris avec les archives avant la Révolution et les notaires de Paris, et le site de Pierrefitte-sur-Seine avec les archives après la Révolution jusqu'à aujourd'hui, ainsi que les fonds privés, mais on est également un lieu muséal. Salon décoratif rococo du XVIIIe siècle et archives se trouve dans ce lieu en plein cœur du 3e arrondissement de Paris, le musée des Archives nationales. Un lieu à la double fonction et dont l'histoire remonte à plusieurs siècles. Installé dans un ensemble de palais et de bâtiments datant d'époques diverses, allant jusqu'au Moyen-Âge, le musée et la majorité des archives sont situés dans l'hôtel de Soubise depuis 1808, sous ordre de Napoléon. Un lieu remanié au XVIIIe siècle dans un style classique. Si l'on regarde les combles de l'hôtel, les toitures, en fait ce sont des toitures à la française, pentues. Et normalement, lorsqu'on est au XVIIIe siècle, on ne fait plus ce genre de combles, on fait des combles à la mansarde, mansardée, ce qui trahit complètement l'origine beaucoup plus ancienne de la demeure, d'où cette idée de rhabillage. Sur les 2 étages de la visite se trouvent les appartements du prince et de la princesse de Soubise, où l'on peut admirer une enfilade de pièces luxueuses. Nous nous trouvons dans la chambre de parade de la princesse de Soubise, qui s'appelait Marie-Sophie de Courstillon. Et donc ce personnage important, en fait, tel que la reine, et le prince était la même chose, tel que le roi, faisait un lever et un coucher. Il y avait des courtisans, d'où cette balustrade qui permet de séparer le lit qui était un lit honorifique, représentant le pouvoir donc princier, et les courtisans qui étaient ici, c'était des espaces de réception en fait. Toutes les pièces de ce palais mettent en valeur le style rocaille du lieu, un style qui arrive au XVIIIe siècle en réaction à la fin de l'austérité du règne de Louis XIV. D'où ce style très joyeux, avec des courbes, des contre-courbes, des motifs floraux, des motifs végétaux, beaucoup de coquilles, de coquillages, d'où son nom, rocaille. Ça vient tout simplement du fait que pendant la Renaissance en Italie, dans les jardins, on faisait tout un ensemble de fausses grottes ou de fontaines faites de concrétions de coquillages ou de roches,
On appelait ça les jardins rocailles. On l'appelle également rococo dans d'autres pays européens, ou parfois même style Louis XV. Comme en témoigne le salon de la princesse de Soubise. En fait, cette pièce a cette forme également parce qu'elle imite une cage, en fait, d'où le bleu du plafond, une cage qui permet d'enfermer ces angelots qu'on appelle des putti, donc tout autour de nous. Et cette pièce est l'une des plus belles pièces de style rocaille que l'on conserve aujourd'hui en Europe, qui a été copiée jusqu'en Bavière. Si cette partie du musée se visite toute l'année, il y a une partie plus confidentielle ouverte pendant les journées du patrimoine et pendant la nuit des musées. Ce sont les salles d'archives qui renferment l'histoire de France depuis le 7e siècle. Ces ouvrages sont néanmoins consultables gratuitement et par chacun, en ligne ou dans une salle de lecture dédiée. Qu'est-ce que d'ailleurs l'archive, qui est conservée aux Archives nationales, sont tous les documents qui ont été produits ou utilisés par l'État dans le cadre de son fonctionnement depuis un petit peu ses origines, nos plus anciennes archives remontent au 7e siècle, jusqu'à aujourd'hui. Empreints d'histoire et de mystère, ces lieux font remonter le temps. Ici, nous nous trouvons dans la galerie du Parlement de Paris, et donc ce sont les registres, donc vraiment toutes les archives du Parlement de Paris, qui étaient la plus haute cour de justice de France sous l'Ancien Régime. Donc vraiment, on a tous les comptes rendus des procès, en fait, qui ont été rédigés par les greffiers du Parlement. Parmi les ouvrages conservés, certains supports remontent jusqu'à l'utilisation du papyrus. Il faut savoir que les documents en fait, que l'on conserve ici sur le site de Paris sont, pour les plus anciens documents, des documents sur papyrus. On a d'ailleurs la plus grande collection de papyrus médiévaux au monde. Donc, ce sont les papyrus mérovingiens et carolingiens, mais on trouve également la plupart des documents qui sont conservés ici sont sur parchemin, c'est-à-dire de la peau animale, et on trouvera également du papier, bien entendu, donc papier très solide pour l'époque, les documents les plus fragiles étant les plus récents, ceux du 19e et du 20e siècle. Un lieu aux multiples facettes qui nous fait remonter le temps et nous plonge dans l'histoire de France. De bronze ou de bois, les meubles et objets d'Hervé van der Straten sont le fruit d'une recherche constante. Hervé van der Straten, bonjour. Bonjour, Katrina. Vous êtes un designer qu'on ne présente plus. Vos collections sont présentes au Mobilier National, au Musée des Arts Décoratifs, chez des collectionneurs, même à l'Élysée. Qu'est-ce que ça vous fait ? Forcément, je suis extrêmement content, très fier. Ça représente le travail de plusieurs années et puis aussi, surtout, le travail de toute une équipe. Voilà, c'est une fierté. On dit de vous que vous incarnez le goût à la française d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'on pourrait le définir, ce goût-là ? Alors, en fait, le goût d'aujourd'hui, ça n'a jamais été mon souci, vraiment. Moi, j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire. J'ai toujours été libre de ma création, et toujours très, très, très autonome. Peut-être que je suis un acteur du design d'aujourd'hui, mais ça n'a jamais été une stratégie, en tout cas de ma part. Au départ, vous avez été aux Beaux-Arts et vous avez commencé par dessiner des bijoux pour Christian Lacroix, Dorothée Bis, d'autres créateurs. Est-ce que c'était votre première rencontre avec le design ? Moi, j'étais en section peinture aux Beaux-Arts, donc je faisais des grandes toiles abstraites, très, très gestuelles. Donc il y avait cette notion d'énergie, de dynamisme, de mouvement qu'on retrouve en fait aujourd'hui dans mon travail, même si ce sont des meubles, des luminaires. Une inspiration au mouvement et à l'irrégularité. C'est ce qui fait la marque de fabrique des pièces de Hervé van der Straten, qu'elles soient uniques ou en série limitée. Alors avec moi, tout commence avec ces carnets dans lesquels on retrouve une multitude de dessins. Donc là, il y a vraiment une profusion où il y a des dessins qui sont ensuite aquarellés, qui sont ensuite développés avec des collaborateurs. Comme pour ce croquis de console qui, une fois dessiné, ne demande qu'à prendre vie en commençant d'abord par un choix minutieux des matériaux adéquats. Les voilà les fraises sucrées. Ah oui, c'est bien. Alors, il faut choisir, voilà, c'est l'une ou l'autre. Oui, d'un côté, on a le relief ici similaire. Ok. Je crois qu'on peut mettre celui-là là. C'est vraiment rose, orange. Ça, c'est top. On va faire ça. Et il faut choisir un bleu.
Mes matières de prédilection sont vraiment le bronze, toutes sortes de bois, des bois exotiques, des bois, il y a du sycomore, de l'ébène, du bois de violette qu'on utilise en plaquage, en marqueterie, en bois massif aussi. Donc il y a vraiment tout un panel de matières que j'adore utiliser, mais aussi des matières plus contemporaines comme du plexiglas, de l'inox, avec des finitions particulières comme de l'or rose. Voilà, il y a un foisonnement de matières. Le designer explore sans cesse un renouvellement dans les matières, mais sans perdre de vue la durabilité de ses pièces, en termes de goût, mais aussi par rapport au temps qui passe. Ce qui est bien, c'est que j'ai un luxe de temps. Je me donne le temps de créer les pièces. Les ateliers ont le temps de faire les pièces. Et puis aussi, on pense à la notion de temps dans la pérennité des pièces. Il y a un rapport au temps qui est vraiment satisfaisant. Faites dans des matières nobles et de formes diverses, les pièces d'Hervé van der Straeten s'intègrent dans des intérieurs contemporains, mais aussi classiques. Ce qui me fascine dans votre façon de procéder aussi, c'est que vous dessinez pour restaurer. Ça veut dire que quand vous dessinez, vous pensez déjà que dans 50, 100 ans, elles vont pouvoir être démontées et restaurées. Donc vous les projetez déjà. Ils sont conçus pour durer dans le temps, c'est-à-dire que chaque meuble peut être entièrement démontable, et éventuellement restaurable dans quelques décennies ou même plus. Ce sont des meubles qui sont destinés à perdurer en termes de goût, je l'espère, et aussi en termes de qualité. S'il y avait un fil rouge entre toutes vos créations depuis toutes ces années, ça serait plutôt le matériau, la forme, ça serait quoi ? Je suis plutôt quelqu'un qui commence par la structure. Donc en fait, c'est vraiment la forme qui prime. La forme. Et ensuite, la matière vient pour renforcer le concept de la forme. Le rapport au corps d'un meuble est très important. Ses proportions, ça c'est primordial. On n'a pas droit à l'erreur parce que ce sont des centaines d'heures sur chaque meuble. Donc il faut que la pièce soit juste. C'est très bien ce mot juste parce que derrière cette apparente perfection, il y a une légèreté, quelque chose qui paraît évident, alors qu'on ne se doute pas qu'il y a des milliers, des centaines d'heures de travail derrière. Oui. C'est peut-être aussi ça le vrai luxe. C'est un peu comme une danseuse étoile. Voilà, on ne se doute pas que derrière chaque mouvement, il y a vraiment beaucoup de travail. C'est une jolie comparaison. Merci. Oui, effectivement, moi, mes carnets sont remplis de dessins extrêmement spontanés. Mais après, voilà, il y a toute une ingénierie derrière. On dessine nos charnières, nos serrures. Chaque millimètre est vraiment pensé, même si ce sont des pièces qui ont l'air comme ça, effectivement, très spontanées, très, très fluides. Pour créer toutes ces pièces, le designer s'entoure d'une trentaine d'artisans réunis dans un même lieu à Bagnolet, près de Paris. Son atelier est divisé en deux parties, l'une consacrée au bois et l'autre au bronze. Dans mon travail, il y a quelque chose de spécifique, c'est ces formes qui sont très sculpturales et qui ont l'air un peu jetées comme ça, mais qui en même temps sont très, très précises. On cherche une certaine harmonie dans le positionnement des pièces. C'est clair que nous, à l'atelier, il y a aussi une part d'improvisation et en même temps de respect de la vision que vous avez eue à l'origine. Oui. On est dans un métier qui nécessite quand même à la base d'avoir une certaine créativité. Mais toute la technique de travailler dans cet atelier, c'est de réussir à la mettre au service de celle que vous avez établie à l'origine. Oui, il y a vraiment une sorte de transmission entre les générations, entre ceux qui ont l'habitude. C'est comme un dialogue finalement. Voilà. La diversité des savoir-faire réunis dans son atelier permet à Hervé une grande liberté dans l'exploration de ses idées et dans ses inspirations premières, tout en suivant les projets en cours. Donc là, c'est un petit peu particulier ce meuble dans mon travail puisque c'est un emploi de matériaux anciens. Ce sont des laques de Chine qui sont issus de paravents coromandel ou de paravents cantonais chinois. Donc il y a des panneaux du XVIIIe, du XVIIe siècle, du XIXe siècle. Et moi, je les insère en patchwork sur des meubles. Donc c'est une façon contemporaine de réutiliser des choses anciennes. On vient de terminer de l'installation des lumières, du coup je ne sais pas si l'intensité ça vous convient. Il faut que ce soit subtil. C'est bien le rapport de la pierre dure avec les minéraux là, hein. C'est bien, ça brille. Il faudra peut-être faire des petites retouches de lac, vous voyez, pour qu'il y ait des nuances qui soient un tout petit peu accentuées. Comme sur les feuilles ici avec le vert plus foncé. Voilà, c'est ça. Okay. Ouais. C'est noté. Et l'intérieur, c'est prêt? L'intérieur est juste à côté, on peut le monter dès que vous le voulez. Ok. Bon, on y est presque. Hein. Vas-y, je suis dedans.
Passé entre plusieurs mains d'artisans et après environ 700 heures de travail, ce meuble désormais monté est prêt à sortir de l'atelier. Et voilà, le meuble est monté. Bon, là, vraiment, je suis vraiment content parce que il n'y a pas un millimètre qui n'est pas parfait. Des petits joints, la restauration des lacs. Vous n'avez pas dessiné que des meubles, vous avez aussi fait un flacon, par exemple pour Dior, plein d'autres accessoires. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Alors effectivement, j'ai dessiné des objets, des luminaires pour les Cristal Saint-Louis, de la porcelaine pour les porcelainiers Bernardo à Limoges, et puis le flacon de J'adore, qui est aujourd'hui devenu une pièce iconique que toutes les femmes connaissent. On retrouve dans cette pièce ce que l'on retrouve quelque part un peu dans toutes mes pièces, il y a une sorte d'intrigue visuelle, il y a ce cou extrêmement allongé, et on se demande comment ça fonctionne. On retrouve cette intrigue dans beaucoup de mes pièces, avec des jeux d'équilibre, une espèce de pureté comme ça, un peu mystérieuse. Hervé, si vous étiez une matière. Une matière. Ça devrait être facile pour vous. Ouais. Oui, ben là, il y a l'embarras du choix. Peut-être du parchemin, là, ça me conviendrait bien. Souple et rigide. Merci beaucoup, Hervé. Merci. Pour le défilé printemps-été de Valentino, Alessandro Michele signe une collection évanescente et lumineuse. Une allure anachronique, désuète et déroutante, comme un cadavre exquis qui brouille les repères de la silhouette moderne. Pas de doute, Alessandro Michele est de retour. Après 8 ans passés à la direction artistique de Gucci, le créateur italien, roi du maximalisme, revient, cette fois à la tête de Valentino. Et sa première collection a des airs de manifeste, dans un genre très personnel. Alessandro Michele, c'est la célébration du beau, de l'accumulation et d'une opulence décadente qui n'a pas peur de verser dans l'excès. Ces années chez Gucci ont fait de lui l'un des créateurs les plus importants d'aujourd'hui, transformant la marque italienne en un terrain d'expérimentation où les époques et les références s'entrechoquent dans un succès commercial fulgurant. Pour son premier défilé chez Valentino, il livre un message clair, celui du design au service du beau et d'une identité créative personnelle qui ne plie pas devant les codes d'une maison. En d'autres termes, Michele fait du Michele, peu importe sous quelle bannière. Il entre chez Valentino comme dans une vieille maison aux meubles oubliés et aux miroirs brisés. À l'intérieur, il déterre les vestiges du passé. Le look ingénu des années 60, la bohème des années 70 et la bourgeoisie décadente, les détails victoriens qui flirtent avec les années 80, les références s'empilent dans un élan de romantisme qui remet l'émotion au cœur de la silhouette. Un parti pris puissant dans une industrie qui court après la tendance et la nouveauté et où les collections s'enchaînent à un rythme insoutenable. Le créateur, lui, ne fait table rase de rien. Il prend tout, il superpose, il tisse des liens. On reconnaît quand même des clins d'œil au code de Valentino. Ils sont dans les volants, dans les motifs à pois et dans ce rouge signature qui a fait la notoriété de la marque, fondée en 1960. Symbole d'une féminité sensuelle et raffinée, Valentino est devenu, au fil du temps, celui d'une création moderne et radicale. Désormais à sa tête, Alessandro Michele pioche librement dans cet héritage sans pour autant s'excuser d'y apporter sa pierre. Pour lui, la nouveauté se superpose à l'ancien. Une création vivante qui suscite toujours plus de désir et d'étonnement. Une approche finalement tout aussi radicale qui embrasse le passé plutôt que de s'en affranchir.
La mode n'est alors plus le commentaire d'un monde qui bouge trop vite, mais une invitation à piocher dans ses vieux souvenirs pour mieux les magnifier, avec en ligne de mire le seul plaisir de s'habiller. Forme cylindrique et jeu de lumière se donnent rendez-vous dans l'atelier de céramique d'Alison Thirion. Ça a été tout de suite comme une évidence en fait. Donc, je me suis plongée dans la céramique et j'y pensais tout le temps. J'avais plein d'idées, envie d'être les mains dans la terre tout le temps. Et puis on est aussi tout de suite dans la matière sans outils. Donc on est vraiment les mains directement dans le matériau. Il y a un rapport très charnel qui est immédiat. Attirée depuis son enfance par les activités manuelles, c'est lors d'une période de remise en question professionnelle qu'Alison Thirion rencontre la terre. Ce n'est d'abord qu'un hobby, mais elle est très rapidement happée par l'envie d'en faire son métier et décide en 2015 de passer un CAP de tournage pour enfin imaginer sa première collection. Chaque idée, ligne ou courbe, Alison la dessine ou en fait des collages pour mettre à plat ses envies, avant de donner vie à ces petites pièces cylindriques sur le tour, notamment grâce à la technique de la motte. Je prélève en haut de la motte une petite quantité de terre. Ça me permet de ne pas avoir à recentrer la terre à chaque fois et surtout de pouvoir faire des toutes petites formes qui seraient compliquées à faire directement si j'étais contre le tour. Donc elles sont toutes en même temps à peu près similaires, mais il n'y a pas de pesée, je ne prends pas de cote. Elles sont finalement toutes faites de façon assez unique. Faire corps avec la matière, voir la terre monter, puis petit à petit prendre forme et donner naissance aux images qu'elle avait en tête, la fascine toujours autant. J'adore tourner, mais j'aime bien tourner quand je suis dans une espèce de série qui s'installe, c'est-à-dire que quand je réfléchis plus aux gestes et qu'il y a une chorégraphie un peu de l'ordre qui est assez méditative. C'est vraiment une connexion entre le corps, les mains, la tête. Et je trouve que ça, en fait, quand tu tournes, c'est hyper satisfaisant. Après, quand je suis dans le prototype ou quand je suis dans la recherche ou quand parfois je dois être dans une forme qui me challenge un peu et tout ça, ça peut être un peu frustrant. Ces pièces cylindriques sont parfois refermées directement sur le tour, mais aussi avec des éléments modelés assemblés grâce à de la barbotine, un mélange d'eau et de terre. Laissant ainsi de plus en plus de place dans sa pratique au modelage, comme pour cette nouvelle collection qui laisse entrer la lumière. Donc là, l'idée, c'est aussi de venir créer des ajours pour pouvoir laisser passer la lumière dans des formes un petit peu plus volumineuses. Toujours avec cet équilibre entre volonté de symétrie et pureté du travail de la main. J'essaye de ne pas être trop dans le contrôle, et même si en effet il y a toujours cette idée un peu de pattern, de répétition et de symétrie, j'aime bien aussi parfois garder ce côté un petit peu plus vivant de la main pour que ce soit pas trop parfait non plus et que ça devienne un peu stérile, quoi. J'aime bien aussi qu'il y ait la trace de l'humain, surtout dans le dessin, dans la réflexion, mais aussi quelque part dans ces tout petits déséquilibres visuels que je trouve aussi assez intéressants. Des inspirations qu'elle puise et une pratique qu'elle agrémente de son propre langage. Il y a une pratique qui existe depuis tellement longtemps et qui a existé aussi dans toute civilisation. Beaucoup de choses ont déjà été faites, que ce soit en termes d'usage, en termes de forme, en termes de décor. Et le fait de pouvoir toujours réinventer et s'approprier ces techniques et ces décors, il y a quelque chose, je trouve, qui est vraiment fascinant, presque vertigineux, comme si on pouvait réinventer toujours, en partant toujours du même matériau, des mêmes techniques. C'est vraiment super, très très riche, quoi. Que ce soit pour des galeries, des curateurs d'art ou des boutiques de design, Alison, toujours en quête d'expérimentation, entremêle modelage et tournage pour créer des pièces avec leur propre langage, qui oscille entre géométrie et formes organiques.
Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!